BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On est en pleine période de rentrée universitaire. Du coup, on va parler de financement des études, financement de vos études ou des études à venir de vos enfants. Avec l'un de nos meilleurs spécialistes, c'est William Pichon qui vient de nous rejoindre. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle ingénierie patrimoniale de Haussmann Patrimoine. Quel conseil peut-on donner, pour commencer, aux jeunes parents qui souhaitent constituer une épargne en vue des études de leurs enfants? Écoutez, le sujet est bien trouvé, d'autant qu'aujourd'hui je suis jeune papa, donc je suis bien placé pour vous en parler. Aujourd'hui même. Ouais, c'est très récent, donc je suis vraiment dedans. Alors je vais pouvoir vous en parler. Le sujet est très large, donc on va essayer de donner quelques points de repère à vos auditeurs. En règle générale, en fait, la première épargne en fait est constituée tout simplement par les étrennes, par ce qu'on appelle les présents d'usage. Donc ça peut être effectivement donc les étrennes, les dons, les cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Donc toutes ces petites sommes vont finir par faire des grandes rivières. Donc il faut savoir où les placer, où les allouer. Donc trois supports, trois livrets me viennent comme ça en tête, clairement le livret A qui est rémunéré à 0,75%, on est loin des 2,25% de 2012. Vous avez également le PEL qui est rémunéré à 1,69% net, et vous avez donc à partir des 12 ans de l'enfant, vous avez donc le livret jeune, donc qui est avec un petit taux un peu plus boosté, de l'ordre de 2%. Donc il ne faut pas. C'est les premières solutions pour permettre à mon enfant d'épargner, même tout bébé épargner en vue de ses études. C'est ça, sachant qu'il ne faut pas trop abuser des solutions justement à terme, puisqu'elles sont, on l'a dit, faiblement rémunérées. Il faut plutôt après passer 20-30 000 euros, aller à destination plutôt de l'assurance vie, qui permet d'avoir une rémunération plus favorable avec un cadre fiscal plus avantageux. Si j'ouvre des livrets, comme vous nous le conseillez, ou une assurance vie pour mon enfant, comment je peux m'assurer que quand il sera ado, quand il aura 14-15 ans, il ne viendra pas piocher de l'argent dedans, m'assurer que cet argent servira réellement au financement de ses études? Il ne va pas en abuser? Tout à fait. Alors, que les choses soient claires, avec l'autorité parentale, ça vous garantit que votre enfant ne pourra pas piocher justement de cette épargne jusqu'à ses 16 ans. Si vous demandez de manière express à la banque, vous pourrez bloquer également cette somme jusqu'à ses 18 ans. Mais au-delà de 18 ans, vous n'avez plus la main. Alors, c'est là que l'assurance vie a vraiment un avantage, c'est que vous pouvez, avec un pacte adjoint, bloquer avec une clause d'inaliénabilité, les sommes jusqu'à 25 ans. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Moi, mon conseil que je donne à mes clients, c'est également d'utiliser la SCI, puisque en mettant les parents en tant que gérants statutaires, ils contrôlent véritablement les flux de trésorerie et notamment toutes les distributions de revenus. D'accord. Donc monter une SCI pour financer les études futures de mon enfant? Pas forcément pour les financer, mais laisser l'argent dans un cadre vraiment qui est bien contrôlé par les parents, pour après qu'ils puissent les détacher au moment venu. Bon, mon enfant grandit, il devient adulte, il se lance dans des études. Quelles solutions à ce moment-là s'offrent à moi, parent, pour continuer de l'aider financièrement à financer ses études, son avenir? La première solution qui vient en tête, clairement, c'est de financer son train de vie, donc tout ce qui est nourriture, dépenses courantes, si en plus il n'est plus dans le foyer, donc éventuellement des dépenses de logement. Vous pouvez pour cela déduire de vos impôts un certain montant, 5 726 euros pour un enfant célibataire, ça peut monter jusqu'à 11 452 pour un enfant marié ou qui a un enfant à charge. Donc c'est gagnant-gagnant. L'enfant est gagnant bien sûr parce que je l'aide pour sa vie quotidienne. Exactement. Et je suis gagnant fiscalement. Je peux déduire effectivement de mes impôts. Bon, ça c'est une première idée. Il y a les prêts familiaux aussi, les donations, ça peut être une solution? Les prêts familiaux, effectivement, c'est une possibilité. Les prêts étudiants, en se portant caution pour son enfant. Les prêts étudiants, il faut le rappeler quand même, qui ont des conditions très avantageuses, des taux extrêmement bas. On a vu donc la caisse d'épargne qui propose du 1,20%. C'est le taux le plus bas aujourd'hui parmi les prêts? 1,20%, c'est quand même très compétitif aujourd'hui, oui, tout à fait. Bon, donc le prêt étudiant, il a que des avantages du coup? Il permet d'avoir des différés de remboursement. Vous pouvez commencer à rembourser uniquement quand vous êtes dans la vie active, donc c'est quand même assez appréciable. Et on met n'importe quel montant, le montant que l'on souhaite en prêt étudiant, c'est illimité? C'est plafonné, mais on a pu observer que la moyenne, c'est environ 10 000 euros. À peu près 10 000 euros. Bon, alors il y a beaucoup de parents dont les enfants souhaitent également, pourquoi pas, faire leurs études à l'étranger, prendre le vent du large pour avancer dans leurs études. Dans ce cas-là, ça peut coûter cher. Et les besoins de financement sont encore plus importants? Tout à fait, d'autant qu'une étude très sérieuse d'HSBC du début de l'année 2015 a montré que les Français, quand même, les familles françaises sont globalement moins au fait du surcoût que peut générer les études à l'étranger. Ouais. C'est vrai qu'ils imaginent que ça va être un supplément de 20%, alors que c'est parfois 100 voire 200%. Donc clairement, il faut déjà anticiper dès à présent en constituant une épargne, comme on vient de l'évoquer. Après, on peut utiliser effectivement les bourses
d'études. Donc on peut citer l'Erasmus, on peut citer la Fulbright des États-Unis, donc il peut accorder des bourses jusqu'à 45 000 €, c'est quand même pas rien. Vous avez la bourse d'entente cordiale, donc avec l'Angleterre, qui peut apporter une bourse jusqu'à 10 000 livres. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte. On peut également aider au financement du logement. Ça c'est important, et également inciter pour faire responsabiliser ses enfants, de son enfant à prendre un petit job ou même un stage. Attention toutefois, tous les pays ne sont pas souples en la matière. Les États-Unis par exemple contrôlent très étroitement les petits jobs. C'est-à-dire qu'il sera plus compliqué pour mon enfant de trouver un petit job aux États-Unis qu'à Londres par exemple, où les Français se sont fait une spécialité des petits jobs. Exactement. D'accord. Bon ben voilà, ça fait partie des infos pratiques à savoir pour les études de vos enfants, quitte à ce qu'elles se passent à l'étranger. Justement, quand on aide un enfant, est-ce qu'il y a des risques juridiques dont il faut tenir compte avant de choisir les placements les plus adaptés? Alors la loi stipule que vous avez une obligation d'entretien jusqu'à l'indépendance financière de vos enfants. Donc ça ne pourra jamais vous être reproché que d'avoir financé les études de vos enfants. En revanche, si vous logez à titre gratuit un enfant et pas l'autre, effectivement au moment de la succession, ça peut poser des problèmes. Alors c'est pour ça il peut y avoir des jalousies des frères. Il peut y avoir des jalousies, ça peut créer des conflits. C'est pour ça qu'il est très important d'établir dans le testament et de préciser si c'était un avantage en plus ou si ça viendra en diminution de sa part. Très très important. Voilà quelques clés pour financer les études de vos enfants en cette période de rentrée universitaire. Des clés, des conseils signés William Pichon, Haussmann Patrimoine. Merci d'être venu nous voir. À bientôt.